Définir le nombre pi par l'analyse. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous allons donner une définition du fameux nombre pi en utilisant les propriétés élémentaires des fonctions trigonométriques. Lorsque nous avons introduit l'exponentielle circulaire, les fonctions trigonométriques cosinus et sinus ont été définies comme sa partie réelle et sa partie imaginaire. Nous en avons alors tiré les expressions analytiques cosinus x égale somme pour n égale 0 à plus infini des moins 1 puissance n fois x puissance 2n sur 2n factoriel et sinus x égale somme pour n égale 0 à plus infini des moins 1 puissance n fois x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Nous avons également retrouvé les propriétés essentielles cosinus carré plus sinus carré égale 1, ainsi que cosinus prime égale moins sinus et sinus prime égale cosinus. À partir de ces seules propriétés, il est possible de définir le nombre pi et d'étudier son rapport à l'exponentielle circulaire. La fonction cosinus s'annule sur R+. Montrons tout d'abord que la fonction cosinus s'annule sur R+. Par définition, on a cosinus 0 égale 1. Et si le cosinus ne s'annulait pas sur R+, par continuité, on aurait cosinus x strictement positif pour tout réel positif x. Dans ce cas, la fonction sinus de dérivée cosinus x serait strictement croissante. En choisissant un nombre réel a strictement positif, pour tout nombre réel x strictement supérieur à a, on aurait sinus x strictement supérieur à sinus a, strictement supérieur à 0, puisque sinus 0 égale 0. Considérons alors la fonction qui a x éléments de l'intervalle ouvert en a et en plus infini associe cosinus x plus x sinus a, et dont la dérivée est moins sinus x plus sinus a, c'est-à-dire sinus a moins sinus x, strictement négatif. Sur l'intervalle i, cette fonction serait ainsi strictement décroissante. Or, puisque la fonction cosinus est bornée et que le sinus de a est strictement positif, cette fonction a pour limite plus infini lorsque x tend vers plus infini. Ces deux propriétés étant mutuellement contradictoires, il nous faut donc en conclure que l'hypothèse est fausse, autrement dit que le cosinus s'annule sur R+. Le plus petit zéro positif du cosinus. Reformulons la conclusion de la démonstration précédente. Comme le cosinus de 0 est égal à 1, il existe au moins un nombre réel x strictement positif tel que cosinus x égale 0. Par continuité de la fonction cosinus, on peut en dire un peu plus. Comme cosinus 0 égale 1 et différent de 0, le cosinus ne s'annule pas au voisinage de 0. C'est-à-dire que sur un intervalle ouvert i contenant 0, le cosinus ne s'annule pas. Autrement dit, la borne inférieure de l'ensemble x des nombres réels positifs pour lesquels cosinus x égale 0 est un nombre strictement positif, notons-le petit a. Par définition, on décrète alors que le nombre pi est le nombre 2 fois a, c'est-à-dire que a égale pi sur 2. Or, les propriétés de la borne inférieure et la continuité de la fonction cosinus font que cosinus a égale 0. Par exemple, il existe une suite décroissante de nombres réels dans x qui tend vers a. En somme, le nombre a égale pi sur 2 est le plus petit zéro positif de la fonction cosinus. Une définition analytique du nombre pi est donc qu'il est le double du plus petit zéro positif de la fonction cosinus x. Sur la figure suivante, nous avons représenté en vert le graphe de la fonction cosinus x et en rouge le graphe de la fonction sinus x. Notons que le nombre pi est aussi le plus petit zéro strictement positif de la fonction sinus. Le nombre pi, le sinus et l'exponentielle circulaire. Si nous avons utilisé les fonctions circulaires pour définir le nombre pi, celui-ci entretient des relations tout à fait particulières avec ces fonctions. Puisque le cosinus, dérivé du sinus, est strictement positif sur l'intervalle fermé en 0 et ouvert en pi sur 2, la fonction sinus est croissante sur le segment 0 pi sur 2.
Et puisque cosinus carré pi sur 2 plus sinus carré pi sur 2 égale 1, et cosinus pi sur 2 égale 0 par définition de pi, on en déduit que sinus carré pi sur 2 égale 1, donc que sinus pi sur 2 égale 1. Il s'ensuit immédiatement que e puissance i pi sur 2, c'est-à-dire exponentielle de i pi sur 2, est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2 est égal à i. À cause des propriétés de l'exponentielle, on peut alors en déduire que l'exponentielle de i pi, c'est-à-dire l'exponentielle de i fois 2 fois pi sur 2, est égale au carré de l'exponentielle de i pi sur 2, c'est-à-dire à i carré ou encore à moins 1. On obtient ainsi la fameuse formule d'Euler, soit e puissance i pi plus 1 égale 0, en adoptant la notation avec un exposant pour l'exponentielle circulaire. On en déduit que cosinus pi égale moins 1 et sinus pi égale 0, ce qu'on peut aussi tirer des formules pour sinus a plus b et cosinus a plus b. De même, on peut démontrer que exponentielle de 2i égale 1, et donc que pour tout nombre complexe z, on a exponentielle de z plus 2i égale exponentielle de z. En fait, le nombre 2π est le plus petit nombre réel t strictement positif tel que exponentielle it égale 0, c'est-à-dire la période de cette fonction. Pour revenir aux fonctions trigonométriques réelles, on peut déduire de l'étude du cosinus et du sinus sur le segment 0π sur 2 leur comportement sur tout le segment 0,2π et donc sur tout l'ensemble R par leurs propriétés élémentaires et leur périodicité. Cette étude conduirait à établir précisément que l'exponentielle circulaire définit une bijection de l'intervalle fermé en 0 et ouvert en 2π sur le cercle trigonométrique S1, soit l'ensemble des nombres complexes de module 1. Sur la figure suivante, nous avons représenté cette bijection. Le nombre π sur 2 est envoyé sur i, le nombre π sur moins 1 et le nombre de π sur 0. Conclusion, définir le nombre π. Il pourrait sembler inutilement compliqué de devoir utiliser la définition analytique rigoureuse des fonctions circulaires pour définir le nombre π. Il existe d'autres façons de définir ce nombre, ou au moins d'en donner des expressions qui puissent servir de définition, mais elles semblent toutes d'une certaine façon impliquer l'analyse, sans doute à cause du caractère transcendant de π. Par exemple, on peut définir le nombre π à partir de la formule somme pour n égale 1 à plus infini des 1 sur n carré égale pi carré sur 6, somme d'une série de Riemann. Mais il faudrait alors qu'une telle définition permette de caractériser π comme le nombre défini ici. On pourrait aussi envisager définir π comme le plus petit zéro strictement positif de la fonction sinus, à partir d'une approche similaire à celle qui est présentée ici. Toutefois, puisque sinus 0 égale 0, il faut utiliser une autre idée que celle qui est présentée ici. On peut par exemple considérer la fonction sinus comme la solution de l'équation différentielle y seconde plus y égale 0, telle que y de 0 égale 0 et y' de 0 égale 1, ce qui est d'un niveau plus avancé que l'étude proposée ici. Ainsi, celle-ci fournit en quelque sorte la meilleure définition du nombre π que nous connaissions. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de vous abonner et d'activer les notifications, et de donner un vote positif si vous avez compris quelque chose. À bientôt sur Mathésis.